Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens sur le fronton des mairies. Les drapeaux et l'Europe sont des sujets sérieux, j'y reviendrai. Mais en pleine crise sociale et politique, il y avait des enjeux plus urgents à traiter pour nos concitoyens et concitoyennes. Vous avez voulu, encore une fois, faire diversion. Personne n'est dupe. Un grand quotidien, soucieux de la cohésion du bloc néolibéral, va jusqu'à citer des collègues Horizon ou Modem évoquant, je cite, « un sujet complètement en dehors des préoccupations des Français ». Et des collègues Renaissance se plaignent du fait que, comme souvent, l'objectif n'est pas de légiférer, mais de cliver et de faire parler. Tout le monde aura compris que ce projet de loi n'a aucune utilité pratique. D'abord, la grande majorité des mairies de France sont déjà pavoisées sans qu'existe quelconque obligation de le faire, en dehors de certaines journées symboliques. Je me permets d'ajouter que l'amendement que va soutenir notre collègue fait que de toute façon, sa loi ne changera rien à l'affaire. Vous venez d'exclure 90% des communes du périmètre de votre loi. Alors pourquoi ne pas laisser cette liberté aux communes? Les maires, qui pour beaucoup se demandent comment ils vont équilibrer leur prochain budget dès lors que vous laissez les fournisseurs d'énergie se gaver sur le dos de tout le monde, ont d'autres urgences à traiter. Inversement, quitte à rendre obligatoire des symboles d'appartenance à la nation française et à l'Europe, pourquoi ne pas rendre également obligatoire l'inscription de la devise spécifique à la République, liberté, égalité, fraternité? Chers collègues, vous faites là de bien mauvais défenseurs de la République. Mais en vérité, il ne s'agit pas pour vous de débattre de la meilleure manière d'articuler appartenance nationale et appartenance européenne. Votre objectif principal est de tenter de camoufler la colère du peuple. Car oui, le sujet central de préoccupation des Français et des Françaises, ce sont les 2 ans que vous voulez leur voler avec votre réforme des retraites inutile, antidémocratique, inégalitaire. Mais vous me direz peut-être que votre proposition renvoie à l'actualité, car la crise actuelle a aussi un lien avec l'Union européenne, telle qu'elle est. En effet, un des objectifs de votre réforme des retraites est de souscrire aux critères austéritaires que Bruxelles impose avec votre plein accord. Si je parle de l'Union européenne telle qu'elle est, c'est-à-dire fondamentalement néolibérale, c'est parce que jamais nous n'accepterons le débat binaire que vous tentez d'imposer avec vos gros sabots. Il est écrit par avance que vous repeindrez quiconque refusera votre proposition de loi en nationaliste borné ou en frexiteur. Non, non et non. Dès 1957, un fervent partisan de la construction européenne comme Pierre Mendès France pouvait, dans un discours qui n'a pas pris une ride, regretter à cette même tribune que rien ne soit envisagé pour, je cite, la généralisation rapide des avantages sociaux à l'intérieur de tous les pays du marché commun, afin d'éviter une concurrence généralisée entre les États membres. Il s'inquiétait de même de la quasi-disparition des protections douanières, nous exposant à une concurrence déloyale. Enfin, il craignait que la libre circulation des capitaux provoque une diminution des investissements productifs. Non seulement notre illustre prédécesseur avait vu juste, mais l'orientation européenne contre laquelle il mettait en garde a été mise en œuvre au-delà de tout ce qu'il pouvait craindre. Il n'y a donc pas d'un côté les pro-européens ouverts et progressistes que vous prétendez incarner et de l'autre les anti-européens rabougris dont nous serions un énième avatar. Un petit peu? Tu vas voir la suite. Il y a ceux dont nous faisons partie qui militent avec des propositions maintes fois exprimées pour une Europe faite de solidarité entre les peuples, d'harmonisation sociale et fiscale, d'orientation des investissements vers une planification industrielle et écologique au service de la transition énergétique et de l'indépendance vis-à-vis des puissances comme la Chine, les États-Unis ou la Russie. Et il y a ceux qui, tels les cabris du général de Gaulle, invoquent une Europe mythique pour mieux masquer leur adhésion de fond à l'Europe européenne telle qu'elle est, à l'Union européenne telle qu'elle est, néolibérale, autoritaire, atlantiste. Vous aurez beau parler dans votre exposé des motifs de promesses de paix, de prospérité et de fraternité, le réel vous rattrapera. S'agissant de la paix, pour être crédible, vous auriez au moins pu avoir la délicatesse d'interdire que défilent dans Paris, 2 jours avant la célébration de la victoire sur le Troisième Reich, des manifestants néo-nazis affirmant leur nostalgie du nouvel ordre européen nazi. Oui. Ah oui. Eh oui, c'est ballot. Hein. C'est ballot, mais on vous a pas entendu sur le sujet. Il n'y a par ailleurs pas de paix durable sans prospérité et fraternité.
Concrètement, et sans revenir sur l'ensemble des politiques catastrophiques des dernières décennies, qu'a fait l'Union pour les faire avancer pendant et depuis la pandémie de Covid-19 ? Elle a d'abord mis en place un soi-disant plan de relance qui n'en était pas un. Tout à fait. Pour nourrir, mais lisez les gens qui s'y connaissent, pour nourrir l'image de grand sauveur de l'Europe qu'il essaie de vendre depuis 2017 et s'octroyer la paternité de ce plan, Emmanuel Macron a cédé et avalé sans discuter les critères de compatibilité avec l'ordolibéralisme allemand. Au final, un plan de 750 milliards, très inférieur aux pertes subies au sein de l'Union pendant la crise. Et alors qu'un pays comme les États-Unis alignait des milliers de milliards. Un plan ne comportant ni conditionnalité écologique et sociale, ni investissement pour gagner en indépendance énergétique avant que l'on soit mis au pied du mur. Un plan ne créant aucune ressource supplémentaire en raison du refus de taxer les très hauts profits des entreprises ou les transactions financières. J'ai faux ? Un plan dont la seule règle claire était le retour annoncé à l'austérité une fois passée la pandémie. Depuis 2022, alors que la reprise économique est plus que timide, que la guerre sévit aux portes du continent et que nous faisons face à une inflation née des profits éhontés de profiteurs de guerres et de crises, au prétexte de lutter contre l'inflation, la Banque centrale européenne augmente les taux d'intérêt. Ce choix, qui risque de créer une crise économique majeure, ne répond en rien à la nature d'une inflation provoquée par une boucle pénurie-profit. Cette politique monétaire ne sert qu'à préserver les revenus du capital et l'épargne accumulée par les plus aisés, aux dépens des travailleurs qui voient chaque mois leurs revenus rognés par l'inflation. Il ne s'agit pas pour la BCE de lutter contre l'inflation, mais de la faire payer aux plus modestes. Enfin, fin avril, la Commission annonçait, sans que vous n'y trouviez quoi que ce soit à redire, le retour d'un pacte budgétaire dont la règle des 3% a été en son temps adoptée sur un coin de table et n'a aucune forme de pertinence économique. On connaît la suite déjà annoncée. Au prétexte de respecter ces règles, vous allez détruire encore un peu plus les services publics de santé, d'éducation, de transport. Vous allez continuer à privatiser ce qui est encore privatisable. Vous allez encore rogner un système de protection sociale qui fait pourtant notre force. Et vous ne programmerez pas les investissements publics nécessaires à la transition écologique, entre autres. Si on ne l'arrête pas, la vie sera sans fin, puisque cette même politique affaiblit l'économie, donc les rentrées fiscales, ce qui vous sert ensuite à justifier toujours plus d'austérité. Nos compatriotes ne supportent plus cela. Vous le savez, c'est pourquoi vous préférez au débat concret sur la politique européenne des propositions métaphysiques sur les symboles. Ceci étant posé, vous me direz que les désaccords que nous pouvons avoir avec le gouvernement de la République française ne nous amènent pas à questionner le drapeau tricolore. C'est qu'il y a une différence fondamentale, chers collègues. Dans le cas de l'Union, le néolibéralisme n'est pas un choix conjoncturel de telle ou telle majorité. Le dogmatisme ayant été poussé à l'extrême, ce choix politique est gravé dans le marbre des traités européens. Traités eux-mêmes en théorie indéboulonnables, puisque, comme l'avait dit l'ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. De fait, quiconque propose de ne pas mentir aux Français, donc de leur dire que pour bâtir une Europe sociale, il faut impérativement désobéir aux traités, est aussitôt classé comme anti-européen, dans votre vision binaire du monde, voire complotiste. Pire, les traités en vigueur sont issus d'un piétinement de la souveraineté populaire. Pour ne s'en tenir qu'au cas de la France, en 2005, le peuple français a rejeté par référendum le traité constitutionnel européen. Mais il lui a été imposé 2 ans plus tard avec un nouveau nom et dans une version à peine modifiée. À vous observer, je comprends que vous ayez d'autres préoccupations que d'essayer de soigner une fracture démocratique née il y a 18 ans et qui n'a cessé de s'aggraver depuis. Mais l'ignorer est délétère. Si vous voulez réconcilier le peuple français avec l'Europe, il faudra d'autres mesures que d'imposer sur les mairies un symbole d'appartenance à une organisation sur la politique de laquelle il n'a pas son mot à dire. Quant à l'existence d'un peuple européen, encore faudrait-il s'entendre sur sa définition. Pour nous, dès lors qu'il s'agit de décider de la chose commune, le peuple se définit avant tout comme le souverain. Un acteur collectif dont les membres sont reliés entre autres par l'exercice de leur souveraineté, par des mécanismes de solidarité et dans une certaine mesure par des histoires partagées. Pour la souveraineté populaire, c'est déjà réglé. Dans l'Union actuelle, elle est étroitement limitée. La solidarité n'existe pas au quotidien car votre Europe n'a cessé de mettre en compétition les travailleurs entre eux. Quant à l'histoire commune, elle existe, inséparable des histoires nationales et de l'histoire mondiale. Encore faudrait-il ne pas la fantasmer ni la réduire à des mythes. Et en tout état de cause, elle ne peut à elle seule suffire à faire un peuple.
Alors évidemment, quand on n'a aucun projet fondé sur la souveraineté populaire à proposer, ce qui reste en dernier ressort, c'est l'identité. Une identité que vous pensez pouvoir tenir sur un seul drapeau. Une identité rabougrie, évanescente, réduite à des valeurs communes, mobilisée au gré des circonstances et que vous n'avez de cesse de bafouer vous-même. Dans ce contexte, que peut faire un drapeau si ce n'est masquer le désastre annoncé? Alors reste, paraît-il, l'autonomie stratégique chère au président Macron. Autrement dit, la souveraineté sans les peuples. Mais voilà encore un objectif inatteignable dans le cadre des traités actuels. À supposer qu'on puisse surmonter les antagonismes qui dictent les politiques extérieures des États membres, comment voulez-vous bâtir une autonomie stratégique sans politique industrielle dans des domaines de pointe? Ce manque, qui découle encore une fois des dogmes qui corsettent l'Union, aboutit à des aberrations. Comment osez-vous parler de souveraineté européenne lorsque, par exemple, la Banque centrale choisit Amazon pour la phase test des moyens de paiement de l'euro numérique? Une décision scandaleuse selon l'ancien directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information que j'avais interrogé à ce sujet en commission. Comment faire croire en la possibilité d'une Europe de la défense autonome quand l'inscription dans le cadre de l'OTAN est gravée dans le marbre des traités? Vous pouvez considérer, selon nous à tort, qu'on ne peut pas se défendre sans l'OTAN. Mais alors soyez cohérents et dites ce qu'il en coûte. Car il est mensonger de prétendre que l'autonomie est possible dans ce cadre. Toute l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale le démontre. L'indépendance de l'Europe vis-à-vis de la Chine, de la Russie, des États-Unis suppose à minima une politique industrielle et énergétique ambitieuse pilotée par la puissance publique. Elle implique d'en finir avec la concurrence de tous contre tous au sein de l'Union européenne elle-même. Elle ne saurait advenir sans la mise en place de mesures réelles de protectionnisme écologique et social à l'échelle de l'Union. Bref, autant d'objectifs rigoureusement incompatibles avec les traités actuels. Acceptez de débattre d'une révision sérieuse de ces traités, de la manière dont la France peut y contribuer, et nous accepterons de prendre au sérieux vos propositions. En attendant, c'est non, et nous proposons via cette motion de rejet de gagner un temps précieux. Je vous remercie.